Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, le renouvellement des accords de pêche Sénégal-Union européenne fait grincer des dents du côté des pêcheurs. Ces derniers n'espèrent même plus de soutien venant du gouvernement. Nous serons à Soumbédioune avec notre reporter Mohamed Rassoul Khan. Inondation, 766 milliards utilisés 2 ans avant terme avec un taux de réalisation de 38%. Chiffre dévoilé dans le rapport de la mission d'information parlementaire sur la question. Les détails dans ce journal. Quel appui pour les petits commerces pour faire face à la pandémie? ITV pose le débat, un secteur qui continue de subir les effets de la Covid-19 malgré la tendance baissière au Sénégal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Le renouvellement des accords de pêche Sénégal-Union européenne, les pêcheurs de Soumbédioune affirment leur désapprobation. Ils dénoncent des accords injustes et restent sceptiques sur le soutien attendu de l'État. D'un autre côté, certains d'entre eux réclament une réforme juste et inclusive au sujet de ces accords bilatéraux. Un reportage de Mohamed Rassoul Khan. Après le renouvellement de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, les pêcheurs de Soumbédioune se disent remontés contre l'État. Ces pêcheurs se disent surpris de cet accord qui ne leur est pas profitable. Le contrat qu'ils viennent de signer, bon, ça m'a surpris. On a un problème. Vous voyez ce qui se passe. Nos enfants sont en train de déserter l'océan parce qu'il n'y en a plus de poissons. Et les bateaux de pêche étrangers continuent à piller nos ressources. Ils ne peuvent pas les contrôler. Surpris par ces accords, il dit de ne rien attendre de ces derniers pour les soutenir. Je n'attends rien de ce gouvernement-là, vraiment, rien. Concernant tout ce qui peut développer ce pays, je n'attends rien de ce gouvernement. Voilà. Je sais qu'un jour il viendra où il quittera ce pays. Il ne sera pas éternel ici, ce n'est pas possible. Bon. Actuellement, je parle, mais j'ai le cœur meurtri. Quant à cette pêcheur, il demande une réforme inclusive. Il demande une réforme inclusive et équitable dans le secteur de la pêche qui leur permettra d'en tirer bénéfice. waaw mu dimbali ñu rek bote yi mënuñu tere yëpp mais mu wàññi bote yi ñu signal contrat bu dee 100 lañ 10 yi sax baax na 90 yëpp ñu wàññi leen ndax moo li mën a am dara sinon moom Gaye Andersen du mos a denc ci Sénégal. Ce renouvellement durable de l'exploitation de nos ressources halieutiques peut-il permettre le développement du secteur de la pêche? Quel avenir pour nos jeunes pêcheurs qui tentent l'immigration clandestine? Autant de questions, toujours sans réponse. Inondation, plus de 766 milliards dépensés 2 ans avant échéance. C'est ce qu'indique le rapport de la mission d'information parlementaire sur la question. Mais le rapport remis au ministre des Finances et du Budget indique que le taux de réalisation est à hauteur de 38%. Dakar englobe la totalité, même si l'assainissement pose problème dans plusieurs quartiers comme Kermassar. La mission d'information préconise l'anticipation et demande à l'État d'équiper l'ANACIM pour ce faire. Seulement un préalable s'impose pour écarter tout risque de confusion. Pape Alioussar. 3 noms pour un seul programme, la confusion démarre avec l'appellation de ce plan décennal de gestion des inondations entamé en 2012 pour 2022 pour un budget de plus de 766 milliards de francs CFA, 10 ans de lutte contre les eaux de pluie. Le rapport informe que le document remis à la mission au ministère des Finances et du Budget n'est exécuté qu'à hauteur de 38%, soit une dépense totale de plus de 291 milliards de francs CFA. Il ne reste que 2 ans avant l'échéance. Autre fait noté par ce rapport, c'est la région de Dakar qui englobe l'essentiel des dépenses effectuées lors de ce plan. Paradoxe, le volet restructuration urbaine et relogement a été très faiblement exécuté par rapport aux prévisions initiales. L'assainissement fait aussi défaut, surtout dans des zones où les fortes pluies ont fait des ravages. C'est le cas de Kermassar et plusieurs sites inondés résultent d'une occupation des zones inondables par les populations. Le rapport en a identifié
401 répartis sur le territoire national. Et pourtant, les investissements au titre de la gestion des pluies font presque le double du budget, plus de 438 milliards dépensés. Le rapport insiste sur les mesures de contrôle contre l'occupation anarchique des bas-fonds, des lacs et des voies d'eau, mais aussi l'aspect prévention en dotant l'ANACIM des équipements qui permettront à cette agence d'anticiper et de réduire des marges d'erreur en matière de prévision concernant surtout les pluviométries excédentaires. Le rapport de l'Assemblée nationale sur les inondations, quelles solutions? Le rapporteur de la mission d'information sur les inondations est convaincu que plusieurs facteurs sont à l'origine des inondations. Théodore Chérif Monté déplore la mauvaise occupation du sol, le plan d'aménagement du territoire, entre autres. Écoutons-le au micro de Adam Assar. Le député que je suis ne peut pas dire que ce rapport va régler la problématique des inondations. Vous savez, une mission parlementaire, une mission d'information parlementaire, son rôle n'est pas de faire une mise en application. Son rôle, c'est d'aller chercher l'information et de le mettre à la disposition des populations à travers le représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, l'article 49 de notre règlement intérieur dit que la mission d'information est destinée à améliorer la connaissance des députés sur un problème particulier. Donc nous apportons l'information aux députés. Maintenant, les députés vont le rendre public, ils vont le donner aux populations. Maintenant, charge à l'État du Sénégal de prendre ce rapport, de prendre les informations contenues dans ce rapport pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de recommandations que nous y avons consignées. Je ne peux pas au niveau de ma posture, donner une quelconque garantie quant à la mise en application des recommandations du rapport. Les inondations, c'est plusieurs facteurs. Vous avez des inondations d'ordre naturel qui sont dues à des débordements de cours d'eau. Vous avez des inondations qui sont dues à l'impact de la main humaine sur l'environnement. Aujourd'hui, l'essentiel des inondations du Sénégal sont dues à un comportement humain. Donc, mauvaise occupation du sol, plan d'aménagement du territoire non pertinent, pas d'assainissement, etc., etc. Les chercheurs, quant à eux, attendent avec impatience les résultats du rapport de la mission d'information sur les inondations au Sénégal. L'un d'eux, Aliou Kane, professeur titulaire de classe exceptionnelle d'hydrologie continentale, regrette aussi l'architecture de notre aménagement du territoire. Il évoque par ailleurs le changement climatique. Aliou Kane est également interrogé par Adam Assar. Le gouvernement a mis sur pied ce plan décennal. Le gouvernement a investi beaucoup d'argent sur ces questions d'inondation, mais vous avez vu avec cette récente saison des pluies quand même que le problème est encore revenu au devant de la scène. Pour quelles raisons? Nous savons tous que la pression foncière est extrêmement forte. Les gens, je ne dis pas que ça a été l'anarchie dans la façon d'habiter, mais en tout cas des zones inondables ont été habités, etc. Et les gens se retrouvent les pieds dans l'eau. Pourquoi on a laissé faire? Pourquoi l'aménagement n'a pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Donc c'est là véritablement la question. Mais le rapport en tant que tel, l'honorable député a été très prudent pour des questions d'éthique. Il attend d'abord que ses collègues soient informés de ce rapport, etc., pour que nous puissions quand même nous saisir de ces résultats qui nous intéressent au plus haut point, surtout à l'université, de savoir comment, en tout cas, l'État a pris en charge cette question-là. Le rapport en question sera remis au chef de l'État lundi prochain. Eiffage SA indexé dans un rapport sur l'exploitation des économies de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD. Une étude révèle que l'autoroute a des impacts sur les populations et l'environnement. Le collectif des usagers de l'autoroute à péage qui a diligenté l'étude demande à l'État du Sénégal de revoir le contrat qui le lie à Eiffage. Un reportage de Amina Taba. Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage poursuit son combat. Il continue de dénoncer l'exploitation des ressources financières par la société Eiffage SA. Il revient sur le contenu du rapport. Ainsi, nous avons ciblé les aspects financiers liés au montage,
et donc les aspects juridiques également liés à la mise en œuvre de quelque chose qui a été nouveau au Sénégal, à savoir les contrats CET, ou bien BOT en anglais, et également comment dans le montage l'État peut gagner et le citoyen peut se retrouver dans la rentabilité qu'offre cette infrastructure. Alors, on s'est rendu compte, par l'autre aspect, c'est-à-dire l'étude financière, qu'en effet, cette autoroute est très, 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 très rentable, que les résultats sont allés au-delà des espérances, hein, de loin, de presque une quarantaine de milliards de différences. Alors, mais malgré cela, les coûts sont encore exorbitants. Même si cet ouvrage est rentable aux yeux des membres du collectif, le rapport a mis à nu ses effets néfastes sur l'environnement. Un ouvrage qui ne se porte pas le développement durable. Parce que tout simplement, il y a des impacts environnementaux, mais qui sont assez dramatiques. Là, des choix ont été faits. Et avant de faire des choix sur, par exemple, la forêt classée de Mbao, qui est une zone non aedificandi, mais qui est aujourd'hui agressée par même des nouvelles habitations, ce qui est des conséquences, en fait, de l'existence de cet ouvrage-là, mais également le technopole de Dakar, où on a vu que donc, les zones d'eau ont pris plus d'envergure, et ça favorise un peu également le phénomène des inondations qui menacent beaucoup de quartiers qui sont riverains de l'ouvrage. Mais avant cela, on a étudié qu'est-ce qui a été fait par l'entreprise titulaire de la concession dans l'application du plan de gestion environnementale initial qui a été fait depuis 2006. Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage a aussi salué la décision de l'État de renégocier le contrat concernant l'exploitation de l'autoroute à péage. Les membres espèrent que les injustices seront corrigées. À noter que Eiffage SA ne souhaite pas encore se prononcer sur la question. Ouverture de la 3e session ordinaire de l'année 2020, le Haut Conseil des collectivités territoriales au chevet des collectivités territoriales à travers le thème collectivités territoriales et coopération décentralisée. L'objectif est d'aider ces communes à trouver plus de ressources financières pour faire face à leurs charges quotidiennes et au phénomène de l'immigration clandestine. Aminata Mbengue Ndiaye, que voici au micro de Adamassar. L'État a développé depuis quelques années, avec l'acte 3 de la décentralisation, beaucoup de stratégies pour appuyer financièrement les collectivités territoriales. Nous avons beaucoup de fonds, les fonds, par exemple les fonds de la décentralisation. Nous avons également le fonds qui a permis d'équiper les collectivités territoriales, donc le fonds d'équipement des collectivités territoriales. Récemment, il y a eu la CEL, la contribution économique locale, qui sont toutes des initiatives qui visent à autonomiser financièrement les collectivités territoriales. Donc nous avons pensé que c'était également une source qu'il fallait exploiter pour voir dans quelle mesure on peut davantage rationaliser, mais surtout aider les collectivités territoriales à travers des recherches qui vont être effectuées au niveau donc, de notre groupe consultatif qui s'occupe de la recherche, notre groupe scientifique, pour voir dans quelle mesure on peut encore davantage améliorer par la recherche les fonds qui sont destinés aux collectivités territoriales. L'actualité de ces dernières semaines, les migrations qui nous font perdre vraiment des bras dont le Sénégal avait besoin pour pouvoir se développer, avec les jeunes qui préfèrent émigrer, qui veulent émigrer parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Je pense que tout cela, en tout cas, constitue aujourd'hui une préoccupation majeure et c'est la raison pour laquelle cette question également liée à l'immigration va être aussi abordée et adressée. Le rôle et la place des banques dans le financement de l'économie nationale peuvent être plus conséquentes. C'est l'intime conviction du directeur général du PAMECAS à l'occasion de l'université des dirigeants du réseau PAMECAS pour accompagner le secteur informel, premier convoyeur d'emploi dans le pays. Malik Diop invite la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à créer un guichet de refinancement pour les institutions et microfinance, des institutions de microfinance, Un reportage de Mme Abdougué Kassé.
Le financement de l'économie nationale par les banques doit impérativement passer par le soutien de l'informel. Ces acteurs qui sont catégorisés dans l'informel, souvent n'ont pas accès au financement des institutions dites classiques. C'est naturellement vers les institutions de microfinance, dites système financier décentralisé, qu'ils se retournent. Et nous, justement, dans notre démarche, dans notre approche, nous avons une méthodologie pour adresser ce type de clientèle. Pour vous donner juste une idée, le secteur dans son ensemble alloue à peu près 500 milliards de francs CFA à l'économie sénégalaise et les 70 milliards vont au secteur informel. 38% des acteurs du secteur informel s'autofinancent. La Banque centrale devrait mettre en place un guichet de refinancement pour les institutions de microfinance. Ceci permettrait à ces dernières de contracter des financements auprès des banques afin de mieux allouer des fonds aux acteurs de l'informel. Le taux plafond, il est fixé dans le cadre de l'Union. Ce n'est pas un taux fixé localement, c'est un taux plafond qui est fixé au niveau de l'Union, puisque bon, n'oubliez pas, le Sénégal appartient aussi à une Union. Donc pour faire bouger les curseurs à ce niveau-là, il faut aussi aller au niveau de l'Union. Le Sénégal n'est pas seul. Mais la volonté, elle est là, elle est affichée, elle est réelle de la part des autorités étatiques, de la part de la Banque centrale et de la part des acteurs. La création du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel est une bonne trouvaille qui peut aider à faciliter les choses. Comment épauler les petits commerçants pour leur permettre de faire face à l'après-Covid-19? L'avenir des petits commerces, une préoccupation des autorités. ITV saisit le prétexte pour s'interroger sur leurs activités au moment où la tendance baissière se poursuit au Sénégal, mais globalement, ils peinent toujours à s'en sortir. Suivez le reportage de Papa Ibrahima Ndiaye. Non loin du bâtiment de la Cour suprême, des petits commerces sont presque visibles partout. En face de l'édifice, Adam Ndiaye a accroché sur un mur des tableaux d'art. Sur l'un d'eux, l'artiste peint un enfant en sanglots, une tristesse qui reflète la situation actuelle de son métier, toujours infecté par la pandémie Covid-19. Notre activité repose sur le tourisme, un secteur lourdement touché par la pandémie. Même si actuellement il y a moins de cas dans le pays, c'est toujours le statu quo pour ce qui nous concerne. Nous ne voyons aucun touriste et même les Sénégalais de l'étranger qui avaient l'habitude d'acheter nos tableaux, on ne les voit plus. Tout cela fait que la situation reste extrêmement difficile pour nous. À quelques mètres de l'artiste peintre, un vendeur de café, thé et de crédit. L'homme est envahi par les clients, un fait qui montre qu'il a retrouvé le sourire comparé au début de la crise sanitaire qui avait plombé ses activités. Mais au fur et à mesure que la situation liée à la Covid-19 s'améliore dans le pays, nos activités marchent de plus en plus. Je l'ai vraiment constaté et au début de la crise sanitaire, nous ne voyions aucun client. Mais actuellement, la donne a changé. Voilà, alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu et prions pour que cela perdure. Retour à la case départ, cap sur la corniche, la mer respire le calme, mais dans une petite gargote, en face d'elle, un groupe de femmes s'active pour préparer les plats du jour. Pendant ce temps, la tendance baissière du Covid-19 se poursuit au Sénégal. En revanche, leur activité est toujours en berne. Nous prions Dieu pour que cette tendance baissière se poursuive dans tout le pays. L'école vient d'ouvrir ses portes et la situation actuelle est très compliquée. On n'arrive pas à vendre comme auparavant. Tout ce que je souhaite à tous les élèves, c'est de retrouver l'école dans la sérénité. Les chômeurs, aux chômeurs de retrouver des emplois et les vendeurs et aux vendeurs d'avoir des clients. Les cas de contamination de Covid-19 au Sénégal ne cessent de baisser, mais n'empêche que les petits commerces ne ressentent pas cet état de fait à cause toujours de la présence du virus. Pape Ibrahima Ndiaye, une baisse notée également aujourd'hui. 11 tests sont revenus positifs sur un total de 649 réalisés.
Aucun décès n'a été enregistré. 14 patients ont été testés négatifs, donc déclarés guéris, et 4 cas graves sont admis en service de réanimation. La plateforme Covid-19, un projet mis en œuvre avec le PNUD et le système des Nations Unies. Objectif, apprécier l'impact de la Covid-19 sur les initiatives productives des jeunes et des groupes de personnes vulnérables. Le budget s'élève à plus d'1 800 000 $, soit près d'1 milliard de francs CFA. Ce projet est mis en place pour atténuer la situation économique consécutive à la crise sanitaire qui a beaucoup impacté des communautés vulnérables à travers la création d'emplois. Un reportage de Aïssata Diak. La plateforme Covid-19 est un projet mis en œuvre avec le PNUD et le système des Nations Unies. Elle vise à accompagner les acteurs et les PME du secteur productif vulnérable avec un budget d'1 800 000 $, soit près d'1 million de francs CFA. Le projet global est d'environ 1 800 000 qui est en partie financé par le PNUD et ONU Femmes. Et nous attendons que les autres agences aussi s'impliquent dans le financement. Après presque 9 mois de crise économique, des subventions sont remises aux personnes impactées. Le coronavirus a eu énormément d'impact cette année. Nous, comme je l'ai dit, on a eu une panne de forage. Et avec toutes les difficultés que nous avons vécues cette année, nous n'avons pas eu beaucoup de capacité pour pouvoir faire la réhabilitation du forage, acheter une nouvelle pompe, etc. Et cette subvention, tout de suite, va nous permettre d'acheter une nouvelle pompe, de faire la réhabilitation du forage et de se relancer au courant de ce mois, Inch'Allah. L'économie locale sera améliorée afin de créer des emplois. Appuyer l'entreprise et l'entrepreneuriat ne se fait pas en quelques mois. Donc, comme monsieur le directeur pourrait le confirmer, le gros problème de la création ou de l'appui à l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois ils sont sur le terrain, comment continuer à les aider jusqu'à ce qu'ils tiennent vraiment la capacité de grandir et d'appuyer, de créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée dans leur territoire. Maintenant, il faut voir comment ces chèques vont être dépensés, comment ces projets deviennent des modèles. On ne veut pas faire juste un financement de quelques projets, on veut des modèles qui réussissent. Donc on va être avec eux, on va les suivre. Le projet conjoint plateforme Covid-19 pour l'appui au secteur productif des groupes vulnérables compte soutenir le plan national de riposte Covid à travers la décentralisation et le développement local. Il s'agira de renforcer la résilience des communautés vulnérables, mais également la création d'emplois. C'est un véritable raz-de-marée médiatique. Le hashtag Le Sénégal en deuil est devenu viral sur les réseaux sociaux. Un deuil virtuel pour rendre hommage aux victimes de l'émigration clandestine. L'initiateur Pape Demba Thione confirme que des milliers de personnes sont déjà touchées. Il est joint au téléphone par Kessendour. Il faut savoir qu'à la base, j'avais juste fait un tweet où je posais des questions où je posais des questions aux internautes, à savoir est-ce qu'on pourra peut-être faire bouger les choses en lançant un hashtag, par exemple pour rendre hommage aux victimes de l'immigration clandestine. Après, il y a des gens qui ont commenté, ils m'ont dit que c'est une très bonne idée, pourquoi pas. Après, j'ai eu l'idée de lancer le hashtag Deuil National pour SN, que j'ai changé maintenant en Le Sénégal en deuil. À la base, je l'ai lancé sur Twitter, mais là, ça a fait un tour sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Donc, je peux dire qu'on a touché des milliers et des milliers de personnes. À partir de 8h jusqu'à minuit, tout le monde doit changer sa photo de profil et couverture sur les réseaux sociaux. De 20h à 20h10, nous allons observer une minute de silence numérique. C'est-à-dire, nous allons tous publier un message commun à partir de 20h à 20h10. À part ce message-là, nous ne devons publier rien à part ce message que nous allons vous envoyer même. La note des sports de cette édition, Franck Kanouté, l'international sénégalais, s'est exprimé sur sa toute première sélection en équipe nationale. Le milieu de terrain sénégalais se réjouit de sa convocation en équipe nationale et annonce déjà la couleur du match retour contre la Guinée-Bissau. Oui, j'étais très heureux. Bon, au début, je ne croyais même pas que c'était que le coach qui m'a appelé en personne.
parce qu'on peut dire cette année, c'était l'un de mes objectifs de pouvoir intégrer l'équipe nationale. Et j'avais même promis ça à mon papa avant son décès, donc j'ai un peu pleuré par rapport à ça. Non pas la sélection, mais bon, vu que je l'ai réalisé, il n'y avait pas mon père qui était à côté de moi, donc ça m'a un peu joué le cœur. L'entraîneur qui l'a dit, il m'a dit que ça ne sera pas facile aussi chez eux, donc nous aussi on doit se préparer à un match difficile comme ça l'était hier. Bon, se préparer au maximum, être déjà concentré sur le match de dimanche parce que on doit prendre le plus de points possible. Donc c'était un match, on a joué, on peut dire on a joué le premier mi-temps. Donc le deuxième mi-temps, ça sera chez eux. Et on va essayer de gagner aussi ce match. Fin de ce journal, mais l'information continue sur www.emedia.sn. À suivre un plateau spécial dédié à l'immigration clandestine avec Khalifa Diakhaté. Mais tout de suite, la dernière partie de la totale bloc d'information avec El Hadj Malick Cissé. Bonsoir.